Un jour je serai le meilleur dresseur. Tu es un sorcier. Mon nom, c'est l'araignée humaine. On ira, on saura sauver nos... Salut à tous. Comme pas mal d'entre vous, j'ai grandi à la fin des années 90. Et comme absolument tout le monde, j'ai été marqué dans des dimensions presque absurdes par la moindre découverte visuelle que j'ai pu faire à cette époque. Parfois en dehors de toute logique cinéphile. Mais à part une certaine affection pour ces trucs de mon enfance, j'avais toujours cru être assez imperméable à la nostalgie, me retournant assez peu pour regarder derrière moi, toujours à me dire que ce qui vient sera meilleur que ce qui est passé. Sauf qu'il y a eu cette année. L'Europe était le principal foyer de contamination. Le continent est aujourd'hui celui qui compte le plus de décès. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19. Au-dessus de San Francisco, la fumée des incendies forme un écran qui bloque les rayons du soleil. Et d'un seul coup, le futur m'a pas paru si brillant. Et si j'en crois les dernières tendances en salle comme en série, je suis pas le seul. Et j'ai même été un des derniers à prendre en marche le train de la nostalgie. Mais le truc, c'est que j'ai toujours eu un peu peur de ce train, de là où il mène. Surtout en voyant des résultats aussi creux que les remakes Disney, Stranger Things ou encore Ready Player One. C'est nul! Parce que si ce train peut desservir joie simple, il peut aussi aller direct à la gare de paresse créative ou de techniques marketing grossières, voire au terminus intellectuel du « c'était mieux avant ». Et le souci, c'est que cette tendance s'arrête malheureusement pas au cinéma. La nostalgie est puissante. Plus puissante que jamais même, et on peut en devenir vite accro. Mais surtout, elle est complexe, parce qu'on peut pas l'embrasser totalement, ni la repousser entièrement. Alors, est-ce qu'il y a une bonne manière de l'utiliser? Vous commencez à avoir l'habitude, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans Kino. Ce qu'il y a de plus intéressant quand on se plonge dans la nostalgie, c'est de voir qu'elle a d'abord été conceptualisée comme une maladie au cours du XVIIe siècle, comme un dérèglement interne qui nous rend mélancolique quand on reste éloigné trop longtemps de son pays natal. D'où le nom tiré du grec, nostos, qui veut dire retour, et algos, la douleur. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au fil des siècles, la nostalgie a cessé de représenter un lieu pour désigner un temps, une époque, et donc par essence quelque part où on ne peut plus jamais retourner, au contraire d'un pays. La nostalgie porte en elle quelque chose de doux amer, d'un passé qui n'existe plus que dans nos souvenirs et qui est définitivement injoignable. Une attitude qu'on retrouve poussée à fond chez les romantiques un peu plus d'un siècle plus tard, qui se tournent vers un Moyen-Âge mythifié pour fuir ou embellir un 18e largement tourmenté par les guerres, souvent civiles, et les retournements politiques constants. Un passé qui reprend une forme fantastique, peuplée de contes et de légendes, comme un écho au concept de passé mythologique, qui désigne la période entre mythologie et histoire à laquelle renvoient la plupart des civilisations. Un temps qui se déracine de l'histoire pour devenir un absolu positif, comme avec l'âge d'or chez les Grecs, ou encore de manière plus parlante pour nous, le jardin d'Éden dans la Genèse. Excusez-moi, mais qui êtes-vous au juste? Je suis Dieu, le Créateur. J'ai fait la Terre et tout l'univers. Le soleil, la lune, les étoiles. Wow. On connaît tous l'histoire, Adam et Ève dans un jardin sans notion du temps, juste à kiffer leur meilleure vie avant d'être brutalement jetés dehors. Une image vachement forte qui en appelle une autre, celle de la sortie de l'enfance. Celle d'un âge de pure insouciance marqué à la fois par une absence de responsabilité et une découverte constante. Un émerveillement à chaque coin de rue, à chaque bouchée, à chaque nouveau lieu qui devient de moins en moins fort, un peu moins pur à mesure qu'on découvre de plus en plus de choses, qu'on s'habitue. Ça paraît logique. C'est clairement une des raisons qui explique pourquoi ce qu'on voit enfant nous marque autant, et pourquoi après ça, chaque film devient une redite dans un certain sens. Chaque film, qu'on verrait ou reverrait, serait une tentative de retrouver une partie de cet émerveillement, comme un écho du passé. Et si tous les films sont alors des redites, certains peuvent devenir assez bons pour être des ersatz convaincants, des sortes de petits shoots qui ne s'approchent pas de l'ampleur de l'original, mais qui font le job, qui nous transportent pour quelques heures. Mais le problème de ces ersatz, c'est qu'ils peuvent s'appuyer que sur des éléments de ce passé, y faire référence. Ils en sont autant prisonniers que nous. Et c'est clairement quelque chose qu'on retrouve dans énormément de films, à commencer par les remakes Disney ou plus généralement tout ce que fait Disney depuis quelques temps.
Des films paresseux, voire carrément malhonnêtes, qui profitent d'une vibe nostalgique pour refaire leur film au plan près. Alors bon, certes, des films comme Le Roi Lion live n'ont absolument aucun intérêt filmique et je vais passer sur leur analyse, mais je trouve intéressant de se pencher sur l'évolution, ou plutôt la régression de la saga Star Wars que Disney a récupérée. Après une prélogie qui a largement déçu la première génération de fans, Je n'aime pas le sable. les studios ont préféré se tourner vers le monsieur nostalgie d'Hollywood, J.J. Abrams, qui avait déjà fait des miracles de passéisme avec Super 8 et ses Star Trek. Et c'en est arrivé au point ridicule où Star Wars 7 était un décalque quasi scène pour scène d'un Nouvel Espoir. Michael Arndt, who was going to be putting together the first draft, he usually needs about 2 to 3 years, and we hoped and thought that this would maybe be one of those that would go a little bit faster. Mais surtout, le plus parlant a été le cas de Star Wars 8. Un film clairement imparfait, mais qui prenait un malin plaisir à prendre le contre-pied total du 7 en envoyant joyeusement chier toute cette pesanteur du passé. Venu est le temps. Pour toi, de voir plus loin qu'une pile de vieux grimoires. Une manière de rappeler que Star Wars s'est fondé sur une explosion des attentes et des conventions de l'époque. Et c'est peu dire que ça a été mal vécu par une bonne partie des quadragénaires bien fragiles. J'ai l'impression très clairement que Rian Johnson m'a mis un doigt dans le cul de fans de Star Wars. Des quadras qui ont ensuite inondé les réseaux avec un seul mot d'ordre, pas toucher à mon enfance, ou encore ah vous avez gâché mon enfance. Can I warm you up? Yes, please. How's the pie? So good. Des phrases qui reviennent souvent pour d'autres productions et qui sont extrêmement parlantes, parce qu'elles impliquent à la fois que le présent peut avoir une influence sur le passé, rétroactivement, mais aussi que le passé est ultra présent. Ça soulève l'idée que le cinéma se retrouve dans un temps emmêlé, dans lequel tout le monde se perd justement. Mais du coup, est-ce que c'est possible alors de faire appel à la nostalgie sans se prendre les pieds dans tous ces problèmes, sans se retrouver piégé entre le passé glorifié et l'envie et le besoin d'innover? La nostalgie est clairement un outil émotionnel puissant, et comme c'est le rôle des cinéastes de savoir manier les sentiments et les émotions, ils peuvent pas juste la foutre à la porte. Par contre, on peut collectivement l'interroger. Et un des premiers à s'être posé la question, mais hors du cinéma, c'est évidemment Marcel Proust, qui avec ses Madeleines nous a pondu des milliers de pages pour mettre en perspective notre rapport au temps et à la mémoire. Un rapport d'autant plus ambigu que c'est sur notre mémoire, nos souvenirs, nos impressions qu'on s'appuie pour écrire, pour mettre en scène. On n'est jamais hors sol, on a besoin de ces souvenirs. Et si c'est le cas, alors tout ce qu'on fait, c'est parler de cette mémoire. Comme disait Albert Camus un peu plus tard dans Sisyphe, la pensée de l'homme est avant tout nostalgie. Mais pour Proust, ce rapport ambigu peut servir de base à la création plutôt qu'à la stagnation, si donc on la met en perspective. Et si on devait trouver un équivalent cinématographique, je pense que ce serait Tarantino. Tarantino est très clairement connu pour son approche ultra référentielle du cinéma de sa jeunesse, que ce soit de la blaxploitation des années 70 dans Jackie Brown, ou les films de ninja des années 80 dans Kill Bill, ou encore les pulps et les séries télé des années 60 dans Inglourious Basterds, ou donc Pulp Fiction. Mais le plus parlant est sans doute son dernier, Once Upon a Time in Hollywood, dont le titre expose clairement cette notion de réflexion sur le passé. Un passé qui devient, attention spoiler, littéralement une fiction, une vue de l'esprit dans le film. Et le fait que Tarantino se soit donné autant de mal pour coller le plus possible aux éléments objectifs de l'époque, la pub, la mode, les affiches, la musique, toute cette maniaquerie, ça fait que renforcer le décalage qui s'opère dans le film quand on comprend que tout ça n'est qu'une reconstruction, une reconstitution subjective qui a pour but premier de se concentrer sur le positif et d'effacer le négatif. Or, demander à n'importe quel étudiant en psycho ou en histoire, c'est là le gros écueil de la mémoire. La nostalgie convoque avant tout les souvenirs positifs, pour nous aider à nous stabiliser aujourd'hui, à nous sentir valorisés. Les erreurs, les hontes, les traumas, tout ça en général, ça apparaît beaucoup moins. C'est une des raisons pour lesquelles on a toujours l'impression qu'il y a plus de daubes aujourd'hui qu'à notre époque. Déjà parce que le temps fait le tri et qu'il n'y a que les bons films qui survivent jusqu'à aujourd'hui, et ensuite parce que notre mémoire efface le reste. Et Tarantino met en scène brillamment cette distance entre notre nostalgie et la réalité historique du passé. Comme Proust, il reconnaît l'influence énorme de cette nostalgie sur son œuvre, mais il refuse d'en être complètement prisonnier. Il décide de faire de ce tiraillement le cœur de ses films, et donc de faire de la nostalgie une source créative. Et toute cette question de la nostalgie, c'est bien plus qu'une question de débat débile entre fans de différentes générations, ou de manipulation marketing. C'est une question centrale dans la définition du cinéma.
Puisque tout comme Proust qui s'interrogeait sur le caractère mémoriel de la littérature, Tarantino ou Ozu par exemple nous montrent que le cinéma incarne la nostalgie. Le cinéma, plus que tous les arts, capture littéralement des moments qu'on peut ensuite revisionner encore et encore dans une certaine forme de pureté. Les films sont des capsules temporelles, que ce soit des œuvres publiques ou des souvenirs privés d'ailleurs. Et c'était toute la magie première du cinéma, une sorte de voyage dans le temps. Mais attention, la mise en scène, le fait qu'il s'agisse d'œuvres, implique une lecture personnelle du temps, une subjectivité. Une subjectivité qui va alors faire écho à celle du public, comme une manière de l'interroger. Les meilleurs films sont pas ceux qui se contentent de flatter les tendances passéistes les plus basses qui sont en nous, mais ceux qui nous remettent nos souvenirs en perspective, en disant « je suis aussi un souvenir ». Je suis un témoin de ce caractère doux amer de la vie qui file sans qu'on n'arrive jamais à vraiment la saisir. La magie de la nostalgie, c'est de se reposer sur la séparation, sur l'acceptation que ce qui est passé ne peut être retrouvé. Sans ça, le tour marche pas, l'illusion nous emprisonne. Eh oui, le passé c'est douloureux, mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. C'est cette idée que les souvenirs sont réels, même s'ils n'existent plus, qu'ils ont existé, qu'on en a gardé quelque chose. C'est uniquement comme ça qu'on peut retrouver ce qui est injoignable et le traduire sur la pellicule. Comme le disait avec énormément de justesse Murakami, nous perdons tous sans cesse des choses qui nous sont précieuses. Des occasions précieuses, des possibilités, des sentiments qu'on ne pourra pas retrouver. C'est cela aussi, vivre. Mais à l'intérieur de notre esprit, je crois que c'est à l'intérieur de notre esprit, il y a une petite pièce dans laquelle nous stockons le souvenir de toutes ces occasions perdues. Une pièce avec des rayonnages, comme dans une bibliothèque, et il faut que nous fabriquions un index avec des cartes de référence pour connaître précisément ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais il faut aussi balayer cette pièce, l'aérer, changer l'eau des fleurs. En d'autres termes, tu devras vivre dans ta propre bibliothèque. Une approche plus fluide du temps et de la mémoire, peut-être liée à la culture japonaise. Une approche dont j'avais déjà pu vous parler dans ma vidéo dédiée au cinéma japonais, où je vous parlais de cette nostalgie du temps présent, ou comme on dit plutôt, mono no aware, qui ressort des films japonais. Et dont l'un des plus éminents représentants est donc Ozu, qui se saisit du cinéma comme d'un outil pour parler du temps. Dans Voyage à Tokyo, Ozu interroge également cette relation au temps passé. On y suit un couple de personnes âgées perdues dans le Tokyo moderne et occidentalisé de l'après-guerre. La séparation d'avec un temps perdu est ici rude, sèche. Mais les personnages ne semblent jamais la subir ou la regretter, mais plutôt l'accueillir et célébrer la vie qu'ils ont eue. Ozu se refuse à se morfondre dans un bon vieux temps. Il préfère penser à un cinéma qui capte la beauté du moment. Un cinéma qui se place là, entre des moments éternels dans notre mémoire et l'éphémère du quotidien qui file et change seconde après seconde et qui deviendra lui aussi un souvenir. Un cinéma qui offre une nostalgie qui, enfin, n'est plus douloureuse. Juste peut-être un peu douce amère. Merci les amis. C'était Albin, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo où j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir par-delà vos souvenirs. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours très plaisir de vous lire. Je voudrais aussi remercier Romain de la chaîne La Suite de Trop, qui s'y connaît très bien en nostalgie et qui a prêté sa voix à Murakami pour cet épisode. Son taf est absolument génial et super drôle et je peux que vous encourager à aller voir ce qu'il fait direct, les liens sont en description. Allez, je vous laisse là-dessus, à plus dans le bus.